Alors, quelle est la portée de cet accord et l'avenir de l'Ukraine? Faut-il faire confiance à Vladimir Poutine? C'est le face-à-face du Grand Soir 3 entre Marie Mindras, politologue au CNRS et à Sciences Po, spécialiste de la Russie et de l'Ukraine. Bonsoir madame, merci d'être avec nous. Face à vous, Gilles Rémy, bonsoir. Bonsoir. Vous dirigez le groupe CIFAL qui commerce avec la Russie depuis longtemps. Vous êtes également conseiller du commerce extérieur de la France. Marie Mindras, quelle est votre réaction après cet accord conclu, on l'a compris, au forceps? Il a une chance d'être appliqué? De nombreuses dispositions de cet accord, enfin de ce document qui fait 4 pages, en russe en tout cas, de nombreuses dispositions sont à mon avis inapplicables. Elles sont contradictoires les unes avec les autres. Mais je crois qu'il a été signé pour obtenir le cessez-le-feu. Je pense que c'était vraiment cet objectif immédiat que souhaitait absolument le président ukrainien. Soutenu, bien entendu, par la société ukrainienne et les dirigeants européens représentés par... Ça, c'est quand même important pour les populations civiles. Si ça marche. Si ça marche. Alors, vous n'êtes pas très optimiste. On va demander l'avis de Gilles Rémy. Un premier accord signé à Minsk, également en septembre, n'avait pas abouti. Vous êtes plutôt optimiste ou pessimiste ce soir ? Je crois qu'il faut être optimiste et je suis un peu étonné par la tonalité assez générale qui est de voir avant cet événement qui est tout de même le cessez-le-feu. Alors cessez-le-feu dimanche soir. D'ici dimanche soir, il y aura hélas de nombreuses victimes. Mais on sort d'une période d'une année de combats, de massacres, de bombardements. 5500 morts selon l'ONU. 5500 morts. Et ce n'est pas dans toute l'Ukraine, c'est sur une zone qui est relativement concentrée. Et seulement c'est le côté Donbass. Ukrainien, parce que les Russes ne donnent pas le nombre de leurs victimes côté russe. Et donc on a une population civile qui a terriblement souffert, bombardée, affamée. Et donc aujourd'hui, cet accord, moi je crois qu'il faut le saluer. Il faut faire preuve d'optimisme et de volonté de le voir aboutir et non pas d'imaginer déjà quels sont les moyens de faire en sorte qu'il ne soit pas appliqué. Pourquoi ce qui a échoué en septembre dernier réussit, en tout cas sur le papier aujourd'hui? C'est, comme le disaient Pascal Verdeau et François Hollande lui-même, parce que le couple franco-allemand a fonctionné et donc la diplomatie européenne a fonctionné? Je ne dirais pas la diplomatie européenne. La diplomatie européenne est en échec. Si la diplomatie européenne, c'est la Commission, ce n'est pas la Commission qui a négocié. Et je crois que c'est un échec significatif. On est sorti de cette situation de blocage parce qu'à un moment donné, la situation devenait si grave que les deux principaux pays européens et le couple franco-allemand, Merkel et Hollande, ont décidé de se saisir du sujet. Et je pense qu'on aurait même peut-être pu le faire plus tôt. Alors évidemment, la situation depuis Minsk, ce qui a changé, c'est qu'elle s'est aggravée. Et qu'elle pourrait encore s'aggraver. Et je pense que dans la tête de la chancelière et du chef de l'État, on s'est dit, attention, le danger est de plus en plus fort. Marie Mindras, quand vous dites attention, cet accord risque de ne pas être appliqué, est-ce que vous pensez que... Je n'ai pas dit cela, j'ai dit attendons, le cessez-le-feu doit être appliqué donc à partir de dimanche, ce qui prouve que la situation est extrêmement tendue sur le terrain et que donc il était impossible de l'exiger dans les heures qui suivaient la signature du document ce matin. Je dis simplement que nous avons, nous, Européens, et là je suis en total désaccord, je pense que les pays européens, les gouvernements européens, les sociétés européennes, les institutions européennes, les institutions atlantiques avec l'OTAN ont étonnamment bien fonctionné ces derniers mois. À travers quoi? À travers les sanctions, par exemple? À tout point de vue, on voit une solidarité sans faille, c'est-à-dire des dirigeants, des gouvernements à tous les niveaux qui se parlent quotidiennement, qui ont réussi à maintenir le lien et avec les Ukrainiens et avec le président Poutine, qui n'est pas un interlocuteur facile, parce qu'il lui arrive quand même souvent de ne pas dire la vérité ou de ne pas faire ce qu'il a dit qu'il allait faire, ou de ne pas appliquer ce qu'il a signé. Mais c'était ma question. Vous redoutez un double jeu de Vladimir Poutine ce soir? Mais Vladimir Poutine, depuis près d'un an, mène une entreprise de déstabilisation de l'Est de l'Ukraine. Sans le soutien en armes et en hommes de la Russie, ceux qu'on appelle les séparatistes, parce que dans les rangs des séparatistes, il y a aussi des Russes de Russie, ils ne tiendraient pas. Et donc Poutine, aujourd'hui, est dans une situation délicate parce qu'il a été obligé, nous l'avons obligé, à s'engager sur la voie d'un cessez-le-feu
et ensuite toute une série de mesures qui doivent s'étaler sur l'année 2015. Là, il s'engage au retrait des séparatistes russes. Il a apposé sa signature pas tout sur à fait. ce paragraphe-là. Justement, pas tout à fait. On n'a pas le temps de rentrer dans le détail du document, mais il y a des ambiguïtés. On parle du retrait des armements, mais on ne parle pas du retrait des militaires du côté séparatiste, enfin des combattants du côté séparatiste. Donc c'est très délicat pour nous parce que nous ne pouvons pas nous baser sur la confiance. Nous devons avancer dans un rapport de force, et c'est pour ça que la question des sanctions est importante. Les sanctions ont réussi à faire pression quand même sur la Russie, et il faut de nouveau les doser pour qu'elles puissent assurer au moins la mise en œuvre du cessez-le-feu, et pour au moins plusieurs semaines. Gilles Rémy, Marie Maldras parle de l'efficacité de ces sanctions. Qu'en pensez-vous ? Moi, je ne pense pas une seconde que les sanctions soient la raison de l'accord qui a été trouvé. Les sanctions, si on parle des sanctions économiques, elles Mais touchent... elles sont efficaces ou Non, pas elles ne sont pas efficaces. Elles sont pas efficaces. C'est un jeu perdant-perdant. Aujourd'hui, les sanctions économiques, ça pénalise nos exportations sur la Russie. Vous avez perdu de l'argent, justement. Mais toutes les entreprises européennes et françaises qui travaillent avec la Russie ont perdu de l'argent et perdent de l'argent. Et donc, le ministre espagnol a dit il y a 2 jours, l'Europe a perdu 21 milliards. C'est à peu près 15 à 20% de nos exportations. Le problème de la Russie aujourd'hui, sa situation économique, c'est avant tout la baisse du prix du pétrole, qui a été divisé par 2 en quelques mois, et c'est la principale recette d'exportation. Donc on peut faire les deux, négocier avec Vladimir Poutine et faire du business avec la Russie. Oui, parce que les sanctions, regardez, les sanctions, quel effet ça a eu ? Dans l'opinion publique, jamais Poutine n'a été aussi populaire. Et ça vaut pour toutes les catégories L'opinion sociales. publique en Russie ? En Russie. Les derniers sondages montrent qu'il est à 80-85%. C'est bien la preuve que les sanctions sont tout à fait contre-productives. Alors, vous disiez tout à l'heure, on n'est pas assez optimiste, on ne prend pas vraiment la mesure de cet accord. Vous êtes pas mal exprimé ces derniers jours, et je vous entendais dire, on a aussi adopté une posture en France qui était d'entrée de jeu pro-Maïdan, pro-ukrainienne et anti-Poutine. Est-ce que Oui, ça a absolument. biaisé notre regard ? Je pense que déjà, si je considère que la Commission est hors du jeu, c'est parce qu'elle a été, alors c'était surtout la responsabilité de la Commission Barroso, elle a été partie prenante. Elle a été dans les rues, enfin les commissaires européens ont été dans les rues à Maïdan, etc. Comment voulez-vous après essayer de trouver un compromis, une sortie ? Et on a posé, et avec l'Ukraine, on lui a mis comme choix, vous êtes avec nous, vous êtes contre nous. Le problème de l'Ukraine, l'Ukraine est un État aujourd'hui, un grand État européen qui est en faillite. C'est un État qui est jamais... Les oligarques n'ont autant été au pouvoir en Ukraine. Le pays est en faillite. Qui va payer aujourd'hui ? Marie Maldras, qui va payer justement c'est une bonne question. Qui va payer l'application de cet accord s'il est appliqué ? Alors, c'est aussi une question difficile, parce que l'Ukraine est dans la situation économique et sécuritaire très difficile aujourd'hui, aussi parce qu'il y a eu précédemment un régime, le régime Yanukovych, qui travaillait étroitement avec le régime et les oligarchies russes, et qui a très très mal géré ce pays, de manière extrêmement corrompue, clientéliste. Et donc je crois qu'il faut quand même féliciter les Ukrainiens d'avoir été capables, de manière tout à fait pacifique au départ, de pousser vers la sortie le précédent régime et d'élire démocratiquement des députés, un président, le président Poroshenko. Et donc toutes les institutions européennes, occidentales, internationales ont décidé de soutenir l'Ukraine. Je crois que ce n'est pas pour rien. C'est qu'ils ont fait la preuve de leur engagement et de leur détermination pour aller vers un état de droit. Et donc, bien entendu, quand on lutte contre la corruption, qu'on va vers l'état de droit, on va vers la démocratie, on se rapproche de l'Europe et on s'éloigne de la Russie. Alors, il va y avoir, bien entendu, une aide financière venant du Fonds monétaire international, venant de l'Europe, d'un certain nombre de gouvernements. Et pour que ce soit efficace, il est très important que l'Ukraine ne continue pas à être attaquée dans ses territoires de l'Est. C'est pour ça que l'aspect sécuritaire est indissociable de la réussite, au fond, des réformes en Ukraine. Et donc on verra effectivement si cet accord est appliqué, puisque le cessez-le-feu doit intervenir dimanche. Merci Marie Maldras, merci beaucoup à vous Gilles Rémy, et nous aurons évidemment, Patricia, l'occasion de reparler de ce dossier brûlant dans le Grand Soir 3.